Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire avec Tribunal Latino-Americana. On arrive à la deuxième partie de notre émission qui va être consacrée à la poésie latino-américaine en exil. Vous êtes... Si, donc bonsoir Ivan Blas et Emma Robles, merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs? C'est la troisième fois, je pense, que je suis là. Mais de toute façon, je me présente. Je suis Ivan Blas, qui organise la carpa littéraire chaque année. Et comme je souligne toujours que un poète, un écrivain ne doit pas rester dans la création uniquement, sinon être dans la ligne sociale, non, de promotion, de promouvoir et approcher cette famille. Nous approcher. Et aujourd'hui, j'ai invité à Emma Robles, justement, elle va se présenter, parce qu'avec elle aussi, nous avons travaillé déjà pas mal dans cette résistance culturelle. Et aujourd'hui, à partir de ce contexte, on essaie de se réinventer. Et bon, après, je vais développer le contenu. D'accord. Bonsoir à tous, moi c'est Emma Robles, en effet je suis camarade d'Ivan et on partage en fait cet esprit commun pour la besoin de l'humanité, de l'esprit culturel, artistique, surtout à ce moment-là. Pour respirer, c'est nécessaire la culture, c'est nécessaire là. D'accord, très bien. Et du coup, vous êtes tous les deux péruviens, d'origine péruvienne. Je voulais savoir ce que vous avez apporté l'expérience dans ce magnifique pays, dans votre trajectoire culturelle. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est au Pérou que vous avez songé la première fois à écrire? Est-ce que c'est une fois en France? Voilà, quel lien culturellement parlant ou poétiquement parlant vous avez avec le Pérou? Oui, la notion, peut-être la culture en tant que nation, en tant que mode, c'est, en fait, il va au-delà des frontières. Oui, il n'y a pas de frontières et ça veut dire aussi notre identité. Et comme, en fait, c'est la façon d'établir notre rapport avec le monde. Non? Et je pense que nous, en tant que pays latino-américain, on a une façon différente d'établir notre rapport avec le monde. Et ça, c'est le plus important. Comment on montre notre identité, nos valeurs, surtout à ce moment-là, non? Et qu'il faut parler de la solidarité, de la justice, de tout ça. Et je pense que par rapport à ta question, notre trajectoire, c'est justement notre origine. Non? Notre origine, c'est notre pays, c'est les peuples autochtones, c'est les réseaux sociaux de solidarité, qu'à ce moment-là, ils vivent ces problèmes par rapport à la pandémie. Ouais. Et c'est ça, justement, notre motivation, non? D'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'à travers de l'art, je pense qu'on résiste à travers de la culture. On peut dire des choses, faire passer la voix parfois des douleurs, des espérances, et aussi de construire un lien. Parce que nous sommes ici, dans ce pays, et nous avons besoin d'affirmer la famille latino-américaine. Et ces rencontres, on ne pense pas que va le faire l'ambassade ou des institutions officielles. Et c'est à nous que nous concerne de certaine manière à partir de cette arme de nous approcher ou nous rapprocher de toute façon de notre culture, de notre identité aussi. Et c'est pour ça que la carpa naît comme une nécessité. Ça fait 8 ans, c'est la 8e édition, parce que toujours dans la fête de l'indépendance, toujours il a existé beaucoup d'expressions différentes, de la musique, de la gastronomie. Et la carpa naît justement pour dire, mais nous existons aussi. Nous voudrions avoir une visibilité parce que on dit que la poésie accompagne les moments
difficile d'une société. Et c'est pour ça qu'on avait pensé que la carpa doit être une sorte de station de rencontre. Très bien. Et quel bilan, je ne sais pas quelle est ta trajectoire par rapport à la carpa, mais tu as participé plusieurs années, donc quel bilan, toi, tu peux savoir peut-être un peu plus qu'Emma, mais son avis m'intéresse également. Quel bilan tu tires de la carpa des années précédentes? Est-ce que, en fait, ma vraie question derrière tout ça, c'est de savoir si, est-ce que tu réponds à un besoin que tu ressens justement dans ce contact avec la population latino-américaine, ou toi-même tu sens que tu as besoin de partager ça, ou est-ce que c'est un mélange des deux ou... Oui, je pense que ce sont les deux choses en même temps, parce que c'est... Oui, j'ai une nécessité d'agir comme un être humain, comme artiste, hein. Mais j'ai aussi une nécessité sociale, on peut dire, d'être proche des camarades, des gens qui partagent cette âme, cet esprit. Et c'est surtout de construire cet espace nous donne la possibilité de parler à travers de la poésie, à travers de l'art. Et je pense que cet ensemble de nécessités aussi nous permet d'élargir cette relation que nous avons parfois. Nous avons des relations dans la manif, dans la relation dans la fête, mais pour la poésie, c'est difficile à trouver. Et avec qui j'ai réfléchi que, par exemple, toujours, quand il y a des présentations de livres, quand il y a quelque chose culturel, il y a un secteur. Tu connais bien cette histoire, c'est l'Amérique latine, c'est la maison. Et toujours, il y a un secteur. Et la carpa naît pour que cette poésie soit démocratique et que les gens participent sans besoin d'être même écrivain ou poète. Et c'est pour ça que, je pense, 8 ans nous montrent que cet espace doit continuer à exister. Et aujourd'hui, on va développer, je pense, Oui. que aujourd'hui il y a un programme en 3 parties que, à cause du contexte, on va faire la partie traditionnelle, on peut dire, de la carpa, mais après on va développer, par exemple, Arte para respirar, qu'on va le faire dans les parcs, Passion sonora, aussi va être virtuel, et cet dimanche sera la palabra emergente, que aussi nous avons un projet de le faire à côté de la scène, en grande ligne. Oui, c'est ce que j'ai trouvé aussi également que Yvan, c'est un contexte généralisé de désarticulation sociale. Et pour moi, je crois que dans la communauté latino-américaine aussi, ça passe, non? Et donc, la carpa littéraire, c'est un espace qui permet justement l'articulation de différents genres, des artistes, des écrivains. Et je crois que ça, c'est justement ce que ça nous manque. Et il faut nous reconnaître nous-mêmes. Qui sommes-nous? C'est quoi la communauté latino-américaine? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et surtout, quelles valeurs on peut mettre en avant? Et je crois que la carpa littéraire, à mon avis, il a permis de se rencontrer. J'ai connu à travers de la carpa littéraire des poètes brésiliens, aussi chanteurs, même des gens péruviens que je ne connais pas avant, et musiciens par exemple, je connais bien. Je sais que cette fois, par exemple, on aura la participation aussi d'une danseuse péruvienne, Fabi Pinel, qui sera dans la carpa. Aussi, il y aura un musicien qui il vient de l'Argélie, mais il joue la musique péruvienne. Donc, en fait, c'est la richesse humaine qui permet la carpa littéraire et qu'il faut créer différents, je crois, espaces comme ça.
Très bien. Justement, je reviens au titre Arte para respirar. Vous avez beaucoup parlé de la pandémie, donc j'ai un peu envie de vous donner la parole. On parle de tous, comment ça nous a chamboulé. Donc vous, en tant que créateur, qu'est-ce que ça vous a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a enlevé, toute cette expérience de coronavirus? Hemingway disait, tu ne te demandes pas pour qui sonne les cloches, ¿no? La campana. No te preguntes por quién doblan las campanas, porque pour chaque homme, pour chaque être humain qui se commet l'injustice, tu dois le sentir comme toi-même. Et dans ce contexte, il y a beaucoup de gens, c'est banalisé aussi la mort à tel point que même on a tombé dans une mono-discours, on peut dire, monothématique, on a devenu, parce qu'on parlait de la mort. Et justement, en plus, on sentait déjà cette catastrophe des pays pauvres, des pays comme le nôtre, surtout, qui n'a pas d'infrastructure hospitalière, que pour moi était presque prévisible, parce que n'importe quelle épidémie peut produire ce type de malheur, parce que nous sommes déjà un pays vulnérable. Et cette expérience, à moi, bien sûr, comme tout le monde, m'a bloqué à un moment à me demander quels sont, dans ce moment-là, peut être la poésie, la musique, l'art. Parce que c'est un blocage à cause de notre solidarité, de notre sensibilité. Mais après, je pense qu'on a pris un petit peu de sérénité et on dit on va continuer à lutter, on va continuer aussi à allumer de certaine manière l'espoir. Mais de toute façon, je suis affecté pour tout ce qui se passe dans le monde, surtout, non? Mais par rapport au Pérou, tous connaissons la tragédie que nous vivons. Mais à travers notre rapport culturel, peut-être, on dit que la réalité nous mate, la réalité tue, mais l'art peut un petit peu nous libérer. Et nous avons besoin parfois d'être libérés. Oui, je pense qu'on a vécu des moments franchement très compliqués. On a eu les discours hégémoniques qui disent on est dans une guerre, non, face à une guerre. On sait que la règle, c'est la distanciation sociale, justement. Mais comme dans ce contexte, en tant que société, on peut agir. Je pense que dans cette question, en fait, c'est la culture qui a un rôle central pour faire face justement à la crise. Et en fait, la pandémie nous a obligés à voir à nous-mêmes, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacun et comment on peut sortir de ces crises ensemble. Parce que finalement, les gouvernements, les présidents, ils peuvent dire des choses, non? Plein de choses. Mais la vérité, comment on va changer en tant que société, c'est une question qui va au-delà. Et je crois que la culture, ça nous va donner des réponses avec plus de richesse qu'il faut voir. Pour moi, Yves Vallejo, que justement c'est un poète qu'on va présenter dans la carpa littéraire, il a une phrase très jolie pour juste que fait un synthèse très très bon de ce que je vous dire. Il dit ya va venir el día, ponte el alma. Non, et ça va arriver les jours, il faut se mettre l'âme. Le jour viendra où tu t'habilleras avec ton âme, exactement. Donc, comment il faut se mettre l'âme vraiment. Et pour faire ça, il faut avoir la culture, il faut partager l'art. Et c'est ça, c'est ce qu'on espère faire dans la carpa littéraire. Justement, étant donné qu'on parle sans arrêt de la carpa littéraire,
Vous, qu'est-ce que vous allez présenter? Donc toi, tu présentes Vallejo. Tu peux expliquer d'où te vient ce goût pour ce poète qu'on a peut-être besoin de présenter. D'accord. Il n'y a pas que des spécialistes. Oui, non, c'est bien. Et toi, Ivan, tu nous diras également quel sera ton rôle et si tu te auto-représentes ou si tu présentes également d'autres poètes. Oui, Vallejo, César Vallejo, c'est un poète il est né à l'époque en parallèle de Pablo Neruda, justement au niveau latino-américain. En fait, ils ont été amis et ils ont produit des romans très, très, très riches, très bons et pour tout le monde, en fait. Et moi, je suis arrivée à Vallejo quand j'étais petite, en fait, parce que Vallejo, c'est un poète qui parlait, oui, de l'esprit social, mais aussi des valeurs universelles, non? Par exemple, l'amour à son frère, non? Par exemple, les rapports entre sa mère et lui, non? Entre son père et lui, non? Il dit que pour ses parents, il dit mi corazón va à pied, non? Mais pour lui, son corps, en fait, ils sont ses parents, par exemple, non? Enfin, je pourrais dire beaucoup d'exemples par rapport à Vallejo, mais je, en tant que femme jeune qui habitait au Pérou et j'ai vécu aussi l'injustice sociale là-bas, je me sens très identifiée avec César Vallejo. Et après, c'est vrai que César Vallejo, il a décidé de voyager justement à la France, à Paris. Et il est mort là, donc je m'approchais un peu plus à Vallejo. C'est ça. Tu n'es pas encore morte. Je suis là encore, exactement. Et c'est très intéressant parce que Vallejo aussi c'est un esprit universel. Vallejo a destiné vraiment de très bonnes poésies à l'Espagne par rapport à la guerre civile espagnole. Et justement, on m'a présenté à la Carpa Literaria deux poésies qui sont écrites vers la guerre civile espagnole, mais qui parlent finalement les douleurs universelles, des gens qui souffrent et qu'il y a un moment pour l'humanité que c'est tellement les douleurs qu'on dit on peut pas, c'est pas possible de continuer. Mais l'intéressant à Vallejo, en fait, c'est, oui, il y a les douleurs, il y a les drames finalement, mais à la fin, vraiment à la fin, il y a l'espoir. Parce que si on peut agir ensemble, c'est possible changer, c'est possible la justice, c'est possible finalement la vie. Et c'est pour ça que je m'approchais beaucoup. La réciter en masse, non? Oui, et tu veux qu'on présente un peu de... Fais comme tu le sens, laisse parler ton énergie, laisse parler. Moi j'avais justement à propos de Vallejo sur un thème, une thématique malheureusement très terre à terre. Il y a à peu près un an ou deux, je crois que c'était à l'époque encore du gouvernement Kuczynski, donc le précédent celui-là, a éclaté un problème sur la concession de la tombe de César Vallejo au cimetière du Montparnasse. Et à l'époque, il y avait un petit scandale parce que l'ambassade n'avait pas les fonds pour maintenir la conception et pour la conserver. Donc je ne sais pas où ça en est cette affaire-là, si vous avez des infos. Parce que bon, c'est quand même enfin, les Français connaissent peu, parce qu'il a été peu traduit en France, mais pour le Pérou, c'est un monument national quand même, c'est un Vallejo. Donc qu'est-ce qui se passe avec la tombe de César Vallejo? Enfin, c'est un aparté un peu matérialiste. Oui. Aujourd'hui, l'information qu'il y a que c'est la tombe, c'est à vie de Montparnasse. Le problème a été, parce qu'avant de Montparnasse, Vallejo a été enterré à Montrouge. Oui. Et à Montrouge, c'est pas les tombes qui appartenaient à Georgie, à son épouse, sinon qui était à la mère de Georgie. Et une fois que est finie la concession, Vallejo risquait d'être jeté dans une fosse commune.
Et c'est Georgier qui a fait les transferts, on peut dire, de Montrouge vers Montparnasse l'année 1970, suivant un désir de Vallejo qui l'avait dit à elle, non? Un jour je voudrais me reposer sur ce cimetière. Mais par rapport à ce que tu dis, je ne connais pas, parce que l'ambassade se mélange à des choses, ou simplement l'ambassade. Non, c'est un article qui était sorti dans la Repubblica, donc un journal péruvien, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et en plus, j'ai passé à autre chose et j'avais pas eu la suite de cette affaire. Donc la concession est à vie, il n'y a pas de crainte de ce côté-là, c'est ça qui est intéressant. C'est important. Je pense que les problèmes, mais aussi les valeurs de Vallejo, c'est justement qu'il n'est pas un poète officiel. Il n'a jamais reçu dans sa vie des ressources des personnes. Pour être marxiste surtout. Oui, exactement, c'est sa position. En fait, si on va au Pérou et on voit la poésie et comment la littérature, comment les collèges présentent à Vallejo, il dit, César Vallejo, c'est le poète de la tristesse. Et moi, je suis pas d'accord avec cette définition, parce que c'est franchement un simplisme, non? C'est pas la tristesse, c'est l'humanité, c'est la diversité c'est l'espoir. Exactement, c'est ça. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, mais le discours officiel, c'est Vallejo, c'est le poète de la tristesse. Et dans tout cas, on invite au public de Radio Libertaire pour découvrir Vallejo. En fait, Vallejo, c'est à ce moment-là, face à la pandémie, c'est vraiment l'espoir. D'accord, très bien. Donc, arte para respirar. Voilà. Et Ivan, toi, qu'est-ce que tu vas faire à part courir à droite à gauche? Ah oui, je continuerai à courir. Est-ce que, une question très pratique, est-ce qu'il y a de quoi manger? Parce que là, je vois, c'est quand même de 4h à 21h. Oui, toujours il y a des empanadas, toujours il y a des tamales, il y a des boissons. Parce que, bien sûr que la politique aussi de notre carpa, c'est nos artistes reçoivent un réfrigério, c'est pas comme dire, quelque chose à manger. Fait partie aussi de notre solidarité. Et aussi, les gens qui veulent soutenir peuvent acheter des livres, parce qu'il y a aussi des expositions de livres, d'artisanat, parce que toujours, on appelle que les gens qui écrivent, qui participent en exposant ces livres. Mais parfois, sont des gens un petit peu préjugés, pensent qu'ils ne veulent pas vendre. De toute façon, la carpe, c'est un espace qui montre que cette vitalité, il existe, mais il se manifeste à partir de la poésie, de la musique, mais aussi des livres. Des livres comme tu connais, mes petits livres qui sont artisanats, mais et on va dans la même ligne de Vallejo, que nous ne sommes pas des poètes officiels ou d'écrivains officiels, sinon que si on parle de démocratiser l'art, la poésie, il faut le démocratiser aussi avec des choses tactiles, non? Des publications artisanales. Et du coup, je reviens à ma question. Tu vas lire certains de tes poèmes? Voilà, non, justement, dans ce contexte, je m'efface. Parce que, comme je suis le coordinateur, je participe dans l'organisation, dans la présentation. Et peut-être je peux demander à quelqu'un qui lise, mais la priorité, c'est les autres. D'accord. Très bien. Une question, una pregunta. Oui. Est-ce qu'il y aura à la fois des lectures en français et en castillan? Il y aura les lectures dans les deux langues? Oui, même en portugais, même en italien. Il y aura toujours, parce que c'est aussi un petit peu quelque chose de babélique. Non? C'est une rencontre latino-américaine, péruvien, mais en même temps, c'est aussi pour les Français, pour c'est lui ou elle qui veut participer. Il y aura de la danse, il y aura aussi des sketchs, de la musique et peut-être des marionnettes.
Très bien. Oui, on va voir. Ben oui, parce que On peut l'horaire. venir avec des enfants Oui, aussi. Au l'horaire contraire. fait que c'est plutôt familial. Non, ça peut être. Oui, justement. Aujourd'hui, on va le faire dans un espace ouvert. C'est dans une association qui s'appelle La Vache Bleue. C'est une association alternative Je me souviens de la vache bleue. que Très bien. a récupéré cet espace et on l'a organisé de manière avec tous les matériels recyclés de matériel et on a accepté pour faire la carpe. Je pense que va dans notre esprit. Donc, rappel, détail pratique. Donc, la Vache Bleue, 25 quai de l'Oise, Paris 19e, métro Ourcq ou Corentin Cariou. Alors, je vois que vous êtes sponsorisé quand même par des. Alors, tout à gauche, c'est la vache bleue. Oui, forcément. Inti, Alors, Inti. c'est les magasins péruviens. Voilà, et Latino Market. También un magasin latino-américain. Clip, c'est la carpe. Voilà, c'est la carpa. Donc, oui, le 27. 27 septembre, de 4h à 9h. Dimanche. C'est un dimanche, exactement. Ouais. Demain de l'événement de Ayotzinapa. Ouais, exact. Comme ça, tout le week-end est bouclé. Très bien. Et donc, peut-être parce que là, je vois que le temps passe. Donc, oui. J'aurais aimé que tu lises aussi un de tes poèmes, mais peut-être que tu les connais pas par cœur. Si. Non, je peux le lire parce que c'est la déclamatrice, déclamadora et Sengma. Je pense qu'elle peut Elle commence, mais ce serait bien aussi, étant donné que... Toi, tu continues. Ouais, non, mais étant donné que tu ne vas pas prendre la parole, tu nous l'as déjà annoncé. Il faut les convaincre. Dans cette carpa, peut-être pour qu'on apprenne à connaître ta poésie. Justement, la traduction, je peux le lire en espagnol, si tu peux le Oui. lire en français. Alors, Pour ouais. toi Non, lui, il lit super bien. Oui, comme ça. Oui, il y en avait un qui me plaisait particulièrement. Je ne sais pas si je crois qu'il est traduit. C'était un sur le peuple élu. A Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. J'avais adoré. Donc justement parce que c'est une thématique actuelle. On pourra en parler, mais après je te laisse choisir. C'est Je suis toi un peu le. enrhumé. Oh, arrête. Bon, allez. Donc, Emma, Je commence oui, tu avec, commences. Vallejo. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Pour le public français, peut-être il va falloir le faire en français. En fait, j'ai un objectif aussi, c'est faire la diffusion de Vallejo dans d'autres langues. C'est pour ça que je vais le faire en français cette fois, mais je vous invite à les chercher en espagnol. Ok? Je vais lire. Alors, il faut que tu approches voilà. la poésie qui s'appelle Masse. C'est un poème par rapport à la guerre civile espagnole. Mais en fait, il va au-delà à ce moment-là. Il parle de l'unité humaine. Alors, voici. À la fin de la bataille, est mort les combattants. Un homme vert lui s'avance et lui dit: ne meurs pas, je t'aime tant. Mais les cadavres, hélas, continuent de mourir. Tous autres banques en lui répétant: ne nous quitte pas, courage, reviens à la vie. Mais les cadavres, hélas, continuent de mourir. 20, 100, 1000. Le courant clamant tant d'amour et ne rien pouvoir contre la mort. Mais les cadavres, hélas, continuent de mourir. Alors, tous les hommes de la terre l'entoureront. Les cadavres, les spits, tristes, émotionnés, lentement se dressent, prit le premier homme dans ses bras, se mit à marcher. Merci. Alors, c'est vrai que Je m'excuse en tant que professeur d'espagnol, il y a aussi des professeurs d'espagnol qui t'écoutent. Je salue particulièrement ma collègue Claudia parce qu'hier c'était notre fête nationale. Donc voilà,
on n'a pas pu fêter ensemble, mais on a fait court, voilà. Donc, j'aurais aimé égoïstement, je ne sais pas si tu le connais en espagnol, voilà, pour les quelques hispanophones qui nous écoutent. Mais merci beaucoup. Alors, je vais leur mettre aussi la version originale. Bah oui. Ah oui, tu veux. Oui, mais non, mais lui va lire en espagnol. Sur celui. Alors, écoute. Pas en espagnol. Alors, on se laisse un peu de temps pour switcher de langue. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: ¡No mueras! Te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos, repitiéronle: ¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida! Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: ¡quédate, hermano! Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Merci beaucoup. C'est pas la même émotion. Hein. C'est compliqué. Alors, bien sûr, vous, auditeurs qui êtes en train de nous écouter, sachez que Emma n'est pas en train de lire, elle est en train de vivre son poème. C'est vraiment surprenant et c'est incroyable de la voir parce qu'elle est vraiment habitée par le poème. Moi, plus modestement, je me contenterai de lire. Et toi, tu n'es pas poète. Bon, alors, maintenant, Ivan. Oui, alors, est-ce que tu peux présenter le poème que tu vas lire? Oui, je vais lire un poème que je l'avais écrit des livres Exil de la mémoire en français et Correos al auxilio de la memoria en espagnol. C'est mon premier livre de poèmes que m'invite à beaucoup de sentiments. Cet poème est né quand j'ai vécu en Argentine. Quelque chose qui surgit, qui nació, on peut dire, qui naît à un moment innocent et un petit peu comme un dictat. Et je pense que je l'ai capturé. Et je suis content que tu apprécies cette Pueblo de Dios, parce que Pueblo de Dios, c'est pas la religion, sinon une ironie à ce peuple qui n'est pas choisi. C'est tout le contraire. Je vais lire, j'espère que... Non, donc tu lis jusqu'à la fin et après, toi, vous faites comment? Tu préfères quoi, Ivan? Vers par vers, strophe par strophe? Non, je pense que je le lis tout et après oui, pour ne pas fragmenter. Espero que no se duerman. Il se met les lunettes et il ouvre. On est en direct. Al pueblo de Dios. Nosotros somos los caminantes, como al principio el hombre, como los pueblos antes. Somos el mar de fuego, los dragones de 1000 lenguas, también la leyenda, la epopeya, la canción y el poema. Del desierto a las estepas, desde el llano a las montañas, surcan nuestras huellas, marchan nuestras almas. El testimonio de ser solo nosotros, quienes madrugan el alba, vierten sus llagas al río para retomar la causa. Nosotros somos los caminantes, de carne y de hueso, hierba rebelde que nace y rebrota cualquier suelo.
somos los cantares, eternos rivales del miedo. Obra de vida, apenas nos hiere la muerte. Caminantes, peregrinos, errantes, que enrumben los vientos, la sangre y el fuego que pasen, y a pulmones, arte y sueños, caminantes somos nosotros, como en el comienzo, como los peces, como las aves, como los demonios, como los ángeles. El destino, el camino, el puente. Ahí está la plaza, nosotros y la arena. Del circo somos la magia, la fiera, la maldición, la ternura, la cara morena. Un mundo de manos, de pies, de ojos, de arterias, de emblemas, de tierra por labrar, la revolución descalza, la persecución y la danza, fragmento de dibujos, pesadillas, melodías, cuentos y el crepúsculo. Nosotros somos, los inmigrantes nos llaman. Merci. Muy bueno. En version française. Au peuple de Dieu, nous sommes les marcheurs, comme au début l'homme, comme les villages autrefois. Nous sommes la mer de feu, les dragons aux 1000 langues, la légende aussi, l'épopée, la chanson ou le proverbe ou le poème. Du désert aux steppes, de la plaine aux montagnes, nos empreintes creusent des sillons. Nos âmes cheminent, témoins d'être seulement nous, ceux qui font se lever le jour, déversent leurs plaies à la rivière pour reprendre la casse. Nous sommes les marcheurs, en chair et en os. L'herbe rebelle qui naît et reverdit, n'importe quel sol. Nous sommes les champs, éternels rivaux de la peur contre œuvre de vie. La mort nous blesse à peine, marcheurs, pèlerins, errants, que les vents nous orientent, que passent le sang et le feu, avec force l'art et les rêves, marcheurs nous sommes, comme au commencement, comme les poissons, comme les oiseaux, comme les démons, comme les anges, le destin, le chemin pour voir la place, nous et la reine. Du cirque, nous sommes la magie, le fauve, la malédiction, la tendresse, le visage basané. Un monde de mains, de pieds, Dieu, d'artères, d'emblèmes, de terre à cultiver, la révolution pieds nus, la persécution et la danse, fragments de dessins, cauchemars, mélodies, contes et précuscules, nous sommes les immigrés et on nous appelle. Merci. Merci. C'est pas évident parce qu'il l'avait pas. Non, pas du tout. Tu l'avais pas lu. Je découvre. Voilà. Alors, on va finir peut-être sur ça avant l'agenda.